Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de The Very Being Podcast que j'ai enregistrée avec Fabien Zarka, qui est un artiste assez complet, donc qui est musicien, acteur, théâtre, parle aussi, travaille avec un conteur, et donc c'est un ami de longue date avec qui on aime bien échanger sur différents sujets, donc comme vous allez le voir, ça part un peu dans toutes les directions, il y en aura je l'espère pour tous les goûts. Si ça vous plaît, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce, laisser un commentaire sur les sujets qui vous interpellent, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne pour suivre les futurs podcasts. Voilà, bon visionnage. Bonjour Victor. Salut Fabien. Magnifique. Donc ça c'est ton kora. Ça c'est la kora, ouais. Tu peux nous dire un peu d'où ça vient cet instrument? La kora, ça vient du Mali. Ça vient du Mali. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à faire du kora? La kora, j'avais touché à un Kemelengoni, c'est une genre de kora, mais plus sénégalaise, Ouais. il y a très longtemps. Et un jour, 10 ans plus tard, un copain me dit: j'ai fait une kora là, est-ce que tu la veux? Et je fais: vas-y, je la prends direct. Et je l'ai prise, j'ai pris quelques cours, et puis après, c'est parti. Ça fait combien de temps que tu en fais là? Ça fait presque 2 ans. Ah ouais. Alors c'est plus, par rapport à la guitare, c'est plus compliqué ou plus facile, plus abordable techniquement? C'est complètement différent. Ouais. C'est un peu comme une harpe, tu dis c'est une harpe, c'est ça? C'est une harpe. C'est la harpe africaine. La harpe, les principes des harpes, c'est qu'elles ont. Les cordes sont déjà faites, sont déjà accordées à la musique qu'on veut. Il y a plusieurs accordages possibles. Alors que la guitare, on va fabriquer ça à hauteur de notes. Par contre, ce que je vois de différence de la harpe, c'est que t'as pas forcément des changements de clés que tu peux faire facilement passer d'un demi-ton à Ouais, l'autre alors, sur les cordes. J'ai un copain qui a une kora de compétition et lui, il a ça. Ah ok, d'accord. Ouais. Ouais. C'est le niveau au-dessus quoi. C'est ça. Bon. Et du coup, tu fais des concerts avec, qu'est-ce que t'en fais? Tu me parlais de ta dernière expérience avec ça, c'était pour accompagner un conte. Ouais, pour le compte, c'est super. C'est un instrument où tu poses 3 notes sur 3 notes de kora sur des mots, et les mots ils s'envolent beaucoup plus loin. Ouais. Tu veux qu'on essaye? Regarde. Tu Ouais, peux je sais pas. dire 3 notes. Je sais pas si j'ai Tu peux dire 3 mots. Tiens, n'importe quoi. Ce que tu as fait hier, ce que tu as mangé hier. Qu'est-ce que j'ai mangé? Dis-le sans kora. Hier, j'ai mangé du melon. Alors tu dis: hier j'ai mangé du melon. C'est plat, tu vois, Hier, il se j'ai passe mangé du rien. melon. Et avec un peu de kora. Hier, j'ai mangé du melon. Voilà. juste en faisant ça, on a complètement transformé cette phrase débile en quelque chose qui est la promesse d'une histoire. C'est vrai que là, on est un peu transporté. Vu que le melon, il prend un cadre dans un monde un peu féerique. On voit un banquet, on voit quelque chose. Ouais. Et c'était intéressant de travailler avant-hier avec ce conteur, parce que lui, il compte d'habitude sans musique, ou alors il fait lui-même sa propre musique entre les comptes. Mais c'est très dur de compter et de jouer en même temps. C'est évidemment faisable, mais ça demande beaucoup de disponibilité, c'est très sportif pour le cerveau. Et les comptes, chacun nous réclame. Et un conte qui est déjà très pertinent et intéressant sans musique. Je rajoute de la musique dessus, il s'envole complètement. Bah, c'est vrai que la musique, même tu vois, quand tu regardes un film, tu sais que la musique fait beaucoup quoi.
Je sais pas si t'as vu le dernier film Dune. Ouais, Et effectivement, le travail sur le son est c'est ça. assez fou, quoi. Et à tel point que moi, sur le premier Dune, je trouvais que la musique était trop présente et étouffait un peu le film. Ouais. Et je crois qu'au bout de la troisième fois que je le regarde, je commence à vraiment apprécier et à comprendre comment c'était fait, quoi. Tu vois, c'est le genre de film, je me dis, qui va durer dans le temps parce qu'il y a une sorte de maturation. Et qu'au premier abord, c'est un peu trop costaud. Et en fait, le film devient de plus en plus agréable à regarder au fur et à mesure que tu le vois, quoi. Je sais pas si t'as déjà fait ça avec des films comme ça. Pour moi, c'est un peu le truc, genre une œuvre, tu sais, on dit toujours qu'une œuvre d'art, elle est censée un peu choquer ou elle est toujours un peu anachronique, ou je sais pas, une phrase exacte qui dit ça, tu vois, qu'une œuvre est toujours sur en avance ou en retard, mais jamais comprise par ses contemporains, quoi. Et c'est un peu cet effet-là, enfin, j'adore Villeneuve aussi dans ce qu'il fait, tu vois, donc... J'aime bien l'idée qu'une œuvre, elle a sa propre vie. Une mm. fois qu'elle est commise, elle est lancée par un Elle artiste. est commise. Elle- C'est la crime. Une fois que l'œuvre elle est commise, Mm. après elle a sa propre vie, qui est complètement indépendante de la volonté d'origine, souvent, Ouais. ou de l'époque, ou des gens qui ont participé. Elle devient vivante. Et à chaque fois qu'une personne regarde, ou apprécie, ou écoute cette œuvre, et ben, l'œuvre elle va s'enrichir de l'énergie de la personne qui a regardé. Mm. Et donc on ne peut pas savoir où elle va aller au moment où elle sort. Mm. Et si l'artiste a envie de contrôler où elle va, souvent c'est juste pas possible, donc ça peut être frustrant. Quelque chose de transcendant là-dedans. C'est comme tu crées un enfant et puis ton enfant il fait sa vie quoi. Mm. Tu crées une œuvre, l'œuvre elle fait sa vie, elle s'envole et puis La vie des idées. Mm. Je sais plus qui parlait de ça, tu vois, du fait que les tableaux, c'était l'art, mais quand même de propagande soviétique par exemple, tu sais, qui étaient très investis dans l'art, justement, la représentation, tout ça. Et au fil du temps, tu les regardes se transformer non plus en œuvre de propagande, mais en œuvre d'art, quoi. Ouais. Parce que du coup, tu retrouves la patine, tu retrouves le contexte de l'époque, et Ça. quelque chose qui était imprimé, une émotion particulière qui était imprimée, même presque inconsciemment, en fait. Ouais. C'est ça, je pense que tu dis. Et puis des fois quand tu cherches sur ce type d'exemple, tu vas te rendre compte que justement là, le gars qui a fait ça en question, donc qui était un artiste de commande, de propagande, ben, en fouillant, je te rends compte qu'en fait c'était un mec de ouf parce que ce mec-là avait un fils rebelle, il y a mis tel message pour que ce soit vu 20 ans plus tard, et puis tu vois des trucs de dingue. Il y a toujours de l'humain, en fait, malgré Ouais. tout, qui passe à travers les mailles du filet, quoi. Et il y a plein de petites histoires, même. Ouais, toutes les petites histoires qui se transmettent et qui passent, même si elles sont pas conscientisées tout de suite. Elles passent quand même si elles vont être révélées ou aperçues 100 ans plus tard, 40 ans plus tard. Et même si elles sont révélées consciemment 40 ans plus tard, elles sont quand même senties par le Ouais, il y a un moment où ça message sort. qui. Cette idée-là aussi, est-ce que les objets gardent une mémoire, tu vois, une mémoire un peu autour d'eux ou à l'intérieur d'eux, tu vois, quelque chose qui n'est pas forcément explicite, mais qui se transmet. Après, ça clash carrément avec la vision qu'on a matérialiste des choses. Tu vois, genre, tu vas prendre la guitare de quelqu'un ou tu vas dans un lieu qui a eu beaucoup de choses qui sont passées dans ce lieu. Est-ce qu'il y a une énergie, une mémoire qui est imprimée dans cet endroit-là ou est-ce que c'est juste des pierres et c'est ce qu'on projette nous, tu vois, il y a Il cette y a- sorte de réflexion en fait, Ouais. qu'on a dans notre culture, je trouve. Il y a toute une histoire pour savoir si les fantômes Hmm. sont vraiment des âmes errantes ou simplement l'écho Des du projections. lieu, Ah, du lieu, ouais. comme quand. Je sais pas si tu as eu la tristesse de perdre un chat ou un animal, Ouais. mais tu le vois partout. Tu l'entends partout. Même Est-ce en que rêve, c'est le fantôme du chat Hmm. ou est-ce que c'est à quel point le chat, une personne évidemment, a impacté les murs de cet endroit? Du coup, c'est les murs qui, en écho, redonnent cette énergie-là. Hmm. Comme une empreinte, tu vas dans le sable, ton pied il va quelque part. Toi t'es parti, mais l'empreinte elle est encore là. Hmm. Jusqu'au moment où il y a suffisamment de vagues qui passent pour l'effacer. Et ben il y aurait l'empreinte d'une personne, ou d'un chat, ou de n'importe quel, ou d'une plante, qui aurait laissé son empreinte dans le lieu. Et du coup, tant que cette empreinte est encore là, tant que cette énergie est encore là, on continue à avoir cette énergie vitale d'une personne, d'un chat, de tout ce qu'on veut. Mais ça peut même faire ça. Là tu vois, t'as des instruments, il y a un piano derrière qu'on voit pas à la caméra. Hmm. Mais t'enlèves ce piano, tu vas le sentir, il va manquer quelque chose. Et Hmm. il y a le fantôme du piano qui est encore là. Il y a Fantôme du piano. l'empreinte énergétique qui est encore là. Du coup, est-ce que une âme d'une personne qui meurt a conscience de l'empreinte qu'elle a laissée? Ou est-ce qu'elle est morte, et puis terminée? Mais voilà, ça pose plein de questions, ça, sur qu'est-ce que c'est que
qu'est-ce que c'est que l'âme, quoi. Qu'est-ce que c'est que la conscience, surtout parce que C'est déjà, la nous, conscience. notre propre conscience en tant qu'individu, c'est impossible, c'est un problème même en philosophie, ce que tu veux, impossible à définir, tu vois. Et je pensais à cette notion-là, tu parlais des murs et tout. Prendre conscience aussi que les murs qu'on perçoit, tout l'univers qu'on perçoit, en fait, c'est que notre esprit, je veux dire, notre cerveau, grossièrement, qui reconstruit une image de ce qui paraît être le réel à son échelle, quoi. Et c'est là-dedans qu'on voit ces choses-là. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est déjà quelque chose de virtuel, déjà une sorte d'hallucination plus ou moins contrôlée, qui est faite d'éléments captés par le réel, par les sens, qui reconstruit une sorte de carte tridimensionnelle dans laquelle on évolue, quoi. Et donc là-dedans, déjà, tu vois, il y a cette notion, mais qu'est-ce que la réalité à ce niveau-là? Et c'est difficile de trancher, quoi. Avec l'appareil de mesure, tu es toujours... Enfin, il y a le fameux problème de la conscience et de la mesure en physique, quoi, tu vois. C'est pas tranché, en fait. Donc, tu vois, Mais- moi, il y a peut-être une complète... une vision complètement différente en fait de ce qu'est la réalité Ouais. par rapport à la conscience. C'est on a des postulats, quoi. On considère que c'est physique, c'est réel, mais Mais du coup, ça qu'est-ce que ça veut dire remet même en question tout le principe de la science, puisque la science se base sur des instruments de mesure et sur une mesure concrète et reproductible. sur le postulat qu'il y Mais- a quelque chose de Mais tangible, de réel derrière. mais l'instrument qu'on mesure, c'est nous qui l'avons fait, Mm. avec une certaine manière de voir la réalité. Mm. C'est comme si on mesure un instrument, c'est un sens humain supplémentaire. C'est une prolongation de notre sens. C'est ça, on a amélioré un sens. C'est ça. Mais c'est un sens qui reste pensé par le même cerveau qui essayait d'objectiver une réalité. Mm. Mais ne serait-ce que de l'instant où la réalité qu'on mesure, on la mesure avec un instrument qu'on a nous-mêmes créé Il y a un pour le biais de mesurer, départ, il y a un en biais fait. énorme Il y a un biais dans de départ. dans cette donnée. Mm. Donc la réalité qu'on va percevoir sera forcément tronquée, partielle et orientée par ce Et qu'on ça a va envie de en voir. volonté. Ouais. Et je pense que c'est, à travers mon parcours scientifique, c'est simple, c'est prise de conscience qu'il y a des biais, il y a des présupposés, et que c'est ok. On appelle ça des axiomes, en fait, des axiomes du point de départ de la réflexion. Mais la tendance qu'on a dans le monde d'aujourd'hui, scientifique en tout cas, c'est d'oublier qu'on a ces biais-là et de penser qu'on mesure un truc objectif. Alors on cherche à mesurer objectivement en multipliant les mesures et en faisant une sorte de moyenne, mais une moyenne, déjà, c'est pas la chose, c'est une moyenne. Et surtout que les outils, comme tu l'as très bien dit, sont des moyens avec leur propre biais, avec leur propre intention de départ, et qui conditionnent leur fonction, leur utilisation et ce qu'ils sont en définitive, quoi. Et ça, de ne pas avoir conscience de ça quand on fait de la mesure, même scientifique, et penser qu'on est vraiment dans l'interaction avec le réel, ça c'est peut-être un gros biais qui ramène justement à un biais religieux, quoi, à un truc qu'on se dit, ouais, je vois ça comme ça, et c'est la vérité. Oui, mais il y a un biais aussi dans ce côté-là, quoi. Dans les deux côtés, en fait, on perd la notion du point de départ qu'on a pris, consciemment ou nous, ou que des gens avant nous ont pris, et nous on est juste dans la filiation de ce truc-là, quoi. L'axiome, tu vois. Moi, vraiment, de base, est-ce qu'il y a une réalité matérielle tangible, ou est-ce que tout se passe dans la tête, et qu'on est dans la matrice, tu vois. Ouais, Et on peut pas trancher, en fait. on peut pas trancher. Pour moi, la seule solution, c'est de dire, bah, on n'en sait rien, et on essaie de vivre l'expérience. Mais dès que tu vas trancher en Et disant... d'aimer ça, vivre c'est cette une expérience. C'est une croyance, dans tous Ouais. les cas. Le postulat de la science, c'est une croyance. Et c'est pas un problème. Imagine, tu dis 5 plus 5 égale 10. Déjà, il faudrait croire au plus. Ensuite, il faut croire à égal. Il faut croire à 10. Chaque notion qu'on utilise, elle va être... chaque notion a une histoire. Elle vient de quelque part. Est-ce qu'elle vient de Babylone? Est-ce qu'elle vient de l'Inde? Est-ce qu'elle vient de... J'en sais rien, des runes. Et chaque terme qu'on va utiliser va avoir une histoire et raconte quelque chose. Et le résultat qu'on va trouver au final va raconter plus l'histoire des outils que la réalité qu'on essaie de décrire. Que ça revient un peu à ce que tu disais au début, quoi. L'idée que chaque idée, chaque objet, chaque chose a sa propre vie en soi, quoi. Et qu'en fait, là, effectivement, on fait se rentrer des idées, des concepts, le 1, le 2, le plus, le égal, le 5, le 10, qui se rencontrent, et on voit l'interaction dans cet écosystème d'idées, de concepts. Et effectivement, on parle pas forcément du réel, on parle Enfin, c'est forcément conditionné par d'où ça vient, quoi, Ouais. dans tous les cas. Il y a ce truc-là. Et le truc qui est drôle de ce genre de dérive de la pensée, c'est de constater que quand on utilise un pack d'outils, un ensemble d'outils qui ont leur propre histoire, ce que je disais tout à l'heure, on va avoir un certain potentiel de création cadré par les limites des outils qu'on utilise. Et si on utilise d'autres outils de pensée, et par exemple, un autre type de mathématiques, il y a des mathématiques mayas ou des mathématiques indiennes qui ne sont pas les mêmes que les mathématiques chinoises, ou les mathématiques égyptiennes.
te rends compte qu'on peut penser jusqu'à une certaine limite en fonction des outils qu'on utilise. Et tu changes d'outil, pouf, tu changes de pensée. J'avais eu une discussion avec un copain qui est matheux, doctorant en maths, et il est en train de travailler sur des outils qui incluent des nouvelles dimensions, et ça change totalement la pensée, profondément. Et donc il y a tout un temps de penser pour plus penser en 3, 4 dimensions, même 5, mais vraiment de penser en, je sais pas, autant qu'on veut en mathématiques. En maths, on peut autant qu'on veut. Et que ces pensées-là ont un impact sur la manière qu'on a de voir la réalité, et du coup les idées qu'on va avoir pour créer tout ce qu'on veut, pour le cadre. voir la mort, voir la vie, voir les échanges entre humains. On change notre cadre, on change nos outils, et d'un coup, telle limite qui peut être, j'en sais rien, je vais me dire que pour aller sur Mars, j'ai besoin de 3 mois, et avec un autre cadre de pensée, c'est peut-être 2 secondes et demie, ou avec un autre cadre, c'est peut-être impossible, ou avec un autre cadre, ça va être 600 ans, je sais pas. Mais on est limité dans nos actions de la matière par rapport au cadre conceptuel qu'on peut avoir, notamment mathématiques ou autres. Et tout découle de la façon dont on se représente les choses, de toute façon. Tu vois, l'exemple ultra basique, quoi, le vocabulaire. Oui. Tu peux pas exprimer tous les concepts si t'as très peu de vocabulaire ou t'as un vocabulaire qui est illimité, mais comment tu veux formuler une idée un peu complexe, quoi. C'est pour ça qu'il y a des penseurs, tu sais, les penseurs allemands, qui ont une langue qui permet de faire beaucoup de choses, t'as les penseurs russes ou quoi, ou qui ont une façon complètement différente d'appréhender les choses et qui apportent cette sorte de lumière différente, parce que t'as des façons de voir les concepts, de mettre des mots. Je veux dire, en allemand, tu crées des mots comme ça facilement, en fait, juste en associant des concepts. Et du coup, ça crée une pensée complexe. Ça crée une pensée, ça crée la pensée de la langue. Ça crée la pensée de la langue, carrément. Et ce qui est autre, c'est que même quand nous on parle soi-même, on est tous à parler anglais ou espagnol. Moi, j'ai pas les mêmes pensées quand je pense en espagnol. Clairement. J'ai quelques notions de chinois quand je parle en chinois. J'ai d'autres pensées qui arrivent. Et si je parle beaucoup chinois, j'ai d'autres rêves qui arrivent. Je rêve pas de la même manière. Quand je parle beaucoup espagnol, j'ai d'autres rêves. Ça veut dire que je vais accéder à d'autres parts de ma conscience, d'autres parts de mon histoire, pour rêver autrement dans une autre langue. Et du coup, c'est d'autres idées qui arrivent, c'est une autre manière d'être au monde, une autre manière d'être à l'autre, en fonction de la langue que je vais parler. Mais je me rappelle quand j'étais au Pérou, la première fois, j'avais du mal à exprimer certaines choses, et même du mal à penser certaines choses, parce que mon manque de vocabulaire, tu vois, je me sentais limité, et comme j'étais vraiment en immersion, tout seul là-bas, j'étais tout le temps dans l'espagnol, et je me sentais limité dans ma pensée, quoi. Vraiment, je sentais ce blocage, parce que je réfléchissais en espagnol, mais du coup, je peux pas aborder certains concepts, quoi. Mais c'est ce qui te pousse aussi à développer le truc, si t'es un peu curieux, t'as cette envie d'explorer plus encore, et du coup, ça donne cette motivation. Mais tu rentres dans un autre mode de pensée. Quand je réfléchis en russe, quand je parle russe, c'est pas du tout la même façon de voir les choses, clairement. Et de même, c'est pas la même manière de penser, et c'est aussi un impact sur la manière, sur la matière. C'est que on n'utilise pas les mêmes résonateurs, notre même matière d'os. Physiquement, quand on va parler, quand on parle russe, c'est pas les mêmes fréquences. Et comme c'est pas les mêmes fréquences et c'est pas les mêmes idées, en fait, on est autre totalement. Et ça, je trouve ça fascinant. Et tu vois, on parle de la schizophrénie, trucs comme ça, quoi. Là, c'est un peu pensé un peu. Totalement. Bon, on a tous chacun des moments de personnalité qui viennent, on incarne différents personnages, on voit ça comme ça, mais en tout cas, voilà, t'as la personne qui est en train de servir un thé, la personne qui est en train d'avoir une discussion, la personne qui est en train de regarder les nuages, tu vois. Mais là, c'est encore plus flagrant avec le côté langue, tu changes carrément, voilà, tout ça, il y a un ensemble, tout un écosystème de façon d'être qui change, qui se remplace, quoi. Et lui, moi, c'est sur la chanson, par exemple, des chansons russes, ça me paraît, alors que j'ai jamais travaillé la chanson russe, quoi, mais ça me paraît beaucoup plus naturel, physiologiquement, en fait, de chanter dans ces tonalités-là, ces fréquences-là, tu vois, sur le rôle des fréquences, alors parce qu'on travaille pas mal avec Genodix sur les fréquences et sur le rôle des fréquences, en fait, justement, cette question qu'on se pose aussi, il y a Marc Henry qui bosse beaucoup sur les fréquences pures, donc la valeur de chaque fréquence juste, et nous c'est plutôt sur les intervalles de fréquences, un peu comme la façon d'une gamme, tu vois, qui raconte une histoire. Et cette question aussi, tu vois, les fréquences elles-mêmes que tu génères, comme tu disais, avec différents types de résonateurs, quel impact ça a quand tu changes de fréquence, et ce que ça dit en fait, quel climat ça crée quand tu parles avec quelqu'un avec tel type de fréquence, tu vois. Ça c'est... Je sais pas s'il y a beaucoup d'études là-dessus, sur comment les peuples se construisent aussi autour des langues, autour des fréquences, quoi. Tu vois des contrastes entre chez nous et en Chine. Toi, tu as les deux langues, t'as beaucoup parlé chinois.
Donc tu vois bien que c'est vraiment, là, d'un point de vue acoustique, d'un point de vue fréquentiel, c'est très très différent. Il y a un Ouais. contraste qui est gigantesque, quoi. Ouais. Est-ce que tu as ressenti que ça impacte la façon... Est-ce que... Alors je sais pas dans quel sens le fout la poule, tu vois, mais est-ce qu'on ressent un impact sur la personnalité? Ah, moi, totalement. Ça, c'est il y a un autre rapport à la mémoire, un autre rapport au temps, À la mémoire, un c'est autre. dans quel Ouais, sens? ben, une langue, elle va être. C'est du concept. Hmm. Euh, la manière qu'on va avoir d'apprendre. Enfin, ouvre un jour un dictionnaire de chinois, c'est très complexe. C'est rangé par clé, ensuite c'est rangé par nombre de traits. Hmm. Donc c'est pas du tout la manière alphabétique que l'on peut avoir parce qu'il n'y a pas d'alphabet en chinois. Et donc cette manière de classer les mots va déjà totalement modifier notre accès à la langue. Hmm. Il va y avoir 2000 mots pour commencer, pour avoir un langage commun. Ensuite, pour pouvoir discuter, lire un journal, quoi, 2000 caractères. Ensuite, tu vas monter à 5 000 6 000 pour pouvoir commencer à lire un bouquin un peu plus complexe. Et après, ça monte. Et si tu veux vraiment parler chinois, vraiment, les grands érudits, ils ont 20 30 000 caractères, voire plus, qui incluent des bouts de caractères anciens, des caractères plus modernes, des caractères anciens recombinés ou simplifiés. C'est énorme. Et en fonction de ton degré de savoir dans la langue, dans la Chine ancienne, il y avait peu de lettrés parce qu'il fallait avoir tout ce- tout ce- tout ce- toute cette connaissance de toutes les citations, de connaître plusieurs types, pas d'alphabet, mais plusieurs lexiques de langue, parce que chaque dynastie avait son lexique et ses propres mots, ses propres idéogrammes qui changeaient. Donc il fallait une érudition énorme, donc il n'y avait pas grand monde qui avait ça. Et c'était la clé d'ouverture pour ensuite avoir des postes clés dans l'armée ou dans la dans Donc c'est la gestion, voilà. le gouvernement, tout ça, ou Ouais. des postes un peu... Et ben ça, en fonction donc de ton degré de langage, la société pouvait te donner ou non un statut social et la possibilité de faire certaines choses ou pas, Hmm. uniquement par la langue. L'éducation. Est-ce que c'est parce que t'apprends jamais la langue c'est intéressant du coup. Parce que la langue, elle n'existe pas sans support, elle n'existe pas sans contexte. Pour apprendre la langue, il faut que tu lises des bouquins. Mm. Il faut que tu lises des textes. Il y a des gens qui sont... Enfin, il y a un véhicule de la langue aussi. Enfin, la langue est le véhicule des idées, mais les bouquins sont aussi le véhicule de la langue. Donc du coup, le fait de travailler ta langue, c'est travailler ton érudition de manière générale en fait. Parce que tu es obligé d'aborder des textes Ouais. qui sont de plus en plus riches, de plus en plus variés, et les chercher de plus en plus loin aussi, quoi. Que- Donc tu as une vraie éducation même Ouais. de connaissances. Pas que de la langue, mais en Oui, général. mais quoi. juste étudier une langue, c'est vraiment Mm. étudier une culture et Ouais. se donner des outils de pensée. Quelque chose que je remarque parfois dans les discussions, si j'ai remarqué ça chez beaucoup de gens ou chez moi parfois, une chute du vocabulaire après avoir passé X temps sur un téléphone, souvent le vocabulaire va chuter. Ou des fois quand on parle une autre langue et qu'on pratique peu notre langue maternelle, il y a plein de mots qui peuvent un peu partir de la spontanéité du langage. Et là, on va se mettre à utiliser des mots comme bidule, machin, truc, pour remplacer tous les mots qu'on n'a pas, pour pas perdre la vitesse de locution et perdre l'idée. Mais du coup, on va perdre en richesse très rapidement. Du coup, tous les propos se mettent à se ressembler puisqu'on utilise les mêmes mots pour absolument tout. Et bien ça, quand je rends compte que ça me fait ça chez moi, je prends un bouquin, je prends Cyrano de Bergerac en général. Mais du Rostand, c'est très bien, du La Fontaine, du Molière, un bouquin vraiment bien, quoi, bien écrit, et où chaque mot a été choisi, travaillé. Je lis ça pendant 2 heures, et au bout de 2 heures, Ça te remet et mon niveau de pensée se remet au niveau. Au début, il y a un appauvrissement du langage, et s'ensuit un appauvrissement de la pensée. Et c'est assez rapide en fait. Et c'est une facilité mais aussi. de la même manière qu'on va perdre ça rapidement, on peut retrouver ça rapidement, avec un peu de taf. Mais c'est vraiment intéressant. Moi, je chantais, tu sais, quand je, par exemple, du Pérou et de l'espagnol, je chantais une vraie fatigue mentale d'être toujours en immersion, de devoir me forcer à comprendre les choses, tu vois. Et c'était épuisant de chercher, c'est une ressource, tu vois. Donc on va forcément à la facilité, plein des mots, comme tu as dit, un peu truc bidule, tu vois, parce que ça, bah, c'est facile, ça consomme pas d'énergie et tu gardes le flou et t'as pas cet effort à faire, quoi. Donc il y a vraiment ce côté, une sorte d'entraînement comme un muscle, quoi. Par contre, un truc qui m'a beaucoup surpris, j'ai entendu ça, là, un mec qui parlait de ça en neurosciences. Apparemment, dernières études, ils ont vraiment décorrélé dans le cerveau les zones correspondant au langage et les zones correspondant à la pensée.
C'est-à-dire que tu penses, c'est pas ton niveau de langage ou ta maîtrise des langues, tu as un module des langues qui est très très spécifique, qui correspond à tout ce qui est du langage, mais dans tous les langages. C'est-à-dire que tu vas changer de langue, mais c'est toujours les zones qui sont activées en fait. C'est ta structuration pour le langage. Mais il n'a pas d'impact sur l'aspect de pensée. Moi, ça m'a surpris parce qu'effectivement, ce que tu dis, tu peux dire tu penses moins bien, et on a fait l'expérience, quand tu changes de langue, tu arrives moins à penser. Parce qu'il y a peut-être d'autres types de pensée qui n'est pas justement représentative avec des mots, une pensée qui est peut-être plus, je sais pas, plus schématique, plus symbolique, plus abstraite aussi. L'image qui me vient, c'est que la pensée, elle va être là, mais on ne peut pas la saisir si on n'a pas peut-être pas la conscientiser ou l'exprimer. Et là, le parallèle avec la musique, il est fort dans ce que tu dis. C'est comme, des fois, on va avoir une mélodie ou une sensation musicale qui nous tombe dessus. Et si on a la technique musicale et l'entraînement pour la mettre en forme musicale, on va pouvoir la jouer. Mais si on ne l'a pas, ça part. Ça reste une pensée. Et l'énergie, la mélodie nous tombe dessus, et si on ne peut pas l'incarner, elle va sauter sur notre cerveau. Tant pis, où elle sera perdue. Et c'est pour ça que, en musique ou dans plein d'autres pratiques autres que la musique, il y a ce côté de répéter. C'est pas pour devenir une machine qui va parfaitement répéter des morceaux, c'est pour être disponible au moment où il y a cette idée qui arrive, au moment où cette inspiration tombe dessus, cette grâce te tombe dessus, avoir le corps suffisamment disponible pour mettre dans la chair de l'instrument ou dans la matière dans ta des mémoire sons, déjà aussi, et dans sa mémoire, et pas passer à côté. Donc c'est un peu ça avec la langue. Et la pensée, elle existe. Enfin, l'idée géniale qu'on a ressentie, elle était là. Qu'on l'exprime ou pas, elle était là quand même. On a eu le goût de ça. Elle est passée par notre bouche, par notre cerveau, par nos oreilles. On l'a sentie. Et c'est très frustrant qu'elle passe et qu'on peut pas la mettre en forme. De même que des fois, il y a une idée poétique, tu vois, je sais pas, hier on avait des ballots de paille, on a sauté sur des ballots de paille, c'était super. Le soleil couchant. Ça, on peut écrire un roman entier de poèmes sur cet instant qui a duré 5 secondes. Et on a commencé à avoir des discussions intéressantes sur les liens familiaux, tout ça. Il y a énormément de choses qui pouvaient s'écrire juste sur ce petit quart d'heure qu'on a passé là. Et en fonction de l'apprentissage qu'on a eu, soit dans la musique, soit dans la poésie, soit dans la poterie, tout ce qu'on veut, on va prendre cet instant poétique et en faire une production pour soit le distiller, soit le transmettre, soit on va avoir une manière de le raconter, ou de le fixer, ou de le rendre évolutif, en fonction de l'aire du cerveau qu'on utilise pour le traduire. Voilà, c'est un traducteur. Notre apprentissage, c'est un traducteur de l'instant. Vie des instants. Ce qu'on vient de manifester, ces inspirations-là, ces moments, quoi. Traducteur de l'instant. C'est bien, c'est un traducteur de l'instant. Et avec tous les biais que ça implique, forcément. La langue. Oui, c'est ce qui fait la beauté de la chose aussi. C'est ce qui fait aussi quand tu vois une œuvre d'art, tu vois la source, l'inspiration, l'idée, mais tu vois aussi l'interprétation de l'artiste. Et quelque part, ses biais, ses défauts, ses défauts entre guillemets, sa personnalité ou sa personnalisation de cette incarnation-là, c'est ce qui donne aussi le cachet, le charme de l'œuvre, quoi. Et tu te demandes pas d'où vient cette inspiration pour toi. Qu'est-ce que c'est musicalement, par exemple, on te là, quoi. Qu'est-ce que c'est selon toi l'inspiration? C'est une vraie question. Il faut savoir si c'est la part qui vient de ce qui est capté et la part qui vient de l'intérieur. C'est très... Il y a les deux, mais c'est très différent. Il y a la première vision de se dire, il y a le moment de grâce qui me tombe dessus. Et cette grâce-là, tu vois, c'est ça, quand tu parles de grâce. Je déroule, et l'autre... c'est comme s'il y avait deux manières d'écrire ou deux manières de composer. Il y a... ça vient de mon cœur, de ma ressource personnelle, et puis paf, et ça ressort de l'extérieur. Ou alors, donc ça c'est une manière, et une autre manière c'est de recevoir et redonner. Mais je pense qu'à terme, je me rendrai compte que c'est la même chose. Et qu'il n'y a pas de vraie différence entre l'intérieur et l'extérieur. Et on en revient un peu à tout à l'heure, quoi, la notion de conscience, et comme on voit les choses, c'est la façon dont on se représente aussi, on a tendance à séparer, comme tu dis très bien, l'intérieur et l'extérieur, quoi. Et on attend...
peut-être que le divin vient de l'extérieur, ou en tout cas la grâce, c'est quand même un terme qui est assez lié au divin, quoi. Ouais. Et ouais, en fait, effectivement, ce qu'on perçoit déjà, c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Donc il n'y a pas de raison que le reste. Pour moi, je suis assez d'accord avec cette idée-là qu'il n'y ait pas fondamentalement une vraie distinction entre l'intérieur et l'extérieur. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ton corps, il est intérieur ou extérieur, du coup, par rapport à quoi? Oui. Si tu prends ta pensée, ta pensée, on va dire que le corps, il est extérieur de ta pensée. A priori, si tu peux l'observer, quoi. Mais ta pensée, est-ce qu'elle est extérieure ou intérieure à ta conscience, tu vois? Elle est extérieure, donc la pensée, c'est aussi de l'extérieur. Tu vois. Et ta conscience, c'est à l'intérieur, extérieur à quoi? Et même, là, je te regarde toi, je regarde cette caméra, le micro, mais c'est moi qui le vois. C'est moi qui recrée cette image-là et qui recrée le concept de comment je vois ce que c'est qu'une caméra. Donc, tout ce que je vois, moi, je te vois en face de moi, mais là, ce que je vois, c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur, c'est une représentation dans ta tête. De quoi, on sait pas. Bon. Un truc. Bon, voilà, je crois qu'on a... On a fait le tour de la question de la philosophie. Ouais, c'est vraiment des vraies questions qui sont intéressantes. Tu vois, là, j'avais fait une petite discussion avec Jean-Luc Borla, mais tu le connais pas, mais qui est musicien, qui travaille beaucoup avec la musique Gnawa, il a travaillé sur ça. Ouais. Donc, pour ça je crois que c'est un peu ce genre d'instrument aussi, non, dans ce coin-là. Gnawa, c'est où? C'est Afrique du Nord. Je sais plus. Je vais pas dire des conneries, comme ça. Mais ouais, je crois que c'est. Et bref, et on partage un peu, et du coup, cette discussion qui s'est tournée aussi, je l'ai mis sur le podcast aussi, parce que c'était intéressant, et puis on parlait du concept de protéodie, tu vois, on travaille sur ça, les notions de. Est-ce que dans le vivant, on retrouve ces structures-là de musique? Et ce que dit, en fait, ces structures-là, on cherche des gammes musicales pour un peu donner un cadre, encore une fois, donner un cadre dans lequel s'expriment ces protéines, la musique qu'on peut faire avec, enfin une grille de lecture pour qu'on puisse en fait comprendre ce que ça dit, quoi. Tu vois. Mais du coup, on en revient aussi à cette notion-là, quoi. Qu'est-ce que. En gros, soit tu considères que dans le vivant, les fréquences, tout ça, c'est des choses qui sont infini et vaste, et tu peux toujours creuser et toujours trouver des choses nouvelles. Et moi, c'est comme ça que j'ai fait en biologie, en sciences de la biologie, tu peux toujours creuser et tu vas toujours avoir de nouvelles choses, tout ça. Et soit tu peux prendre un choix, un cadre spécifique, ce que fait la science aussi à un certain niveau, mais ce que fait par exemple la musique, on se dit on prend un cadre musical, on prend une gamme musicale, on essaie de formaliser les trucs, et là tu vois émerger quelque chose d'intéressant. Tu rends, encore une fois, t'as dit quoi, tangible, ou tu manifestes l'instant, c'est comme ça, c'est que tu prends un cadre qui te permet, dans ces limites-là, parce qu'un cadre c'est forcément restrictif, qui te permet de mettre en lumière quelque chose de l'infini. Donc tu as la biologie qui est infinie, tu prends un cadre musical, et quand tu mets dessus, tu vois émerger quelque chose que tu verrais pas autrement si tu le laissais juste être infini, quoi, tu vois. Et à cette idée-là, le fait de mettre des contraintes. C'est très très drôle que tu parles de ça, parce que après les contes, il y a 3 jours, là, on faisait un cercle de parole avec les gens qui étaient présents, et on a parlé de la notion du vase. Dans le monde égyptien, dans le monde juif aussi, on parle beaucoup du vase. Et dans les concepts taoïstes, on va aussi beaucoup parler du vase. C'est quoi ce vase? Ce vase qui est un contenant qui va cadrer un morceau d'air. Là, j'ai de l'air, dont je me fous totalement, je le respire, mais si je le cadre et je lui donne de la valeur avec un vase, à partir de là, ce même air, il pourra devenir contenant. Je pourrais mettre ce que je veux dedans, des graines, du lot, du lait, de l'huile. Et ce qui va être important, c'est est-ce que c'est ce vase. J'ai perdu un peu mon idée. Tu parlais du contenant et du contenu, et du fait de mettre un cadre ou des bordures à l'infini. C'est du concept taoïste, c'est assez complexe Mais la façon de tu l'as formulé, que là tu l'as formulé à l'instant, c'est vrai que c'est une façon intéressante de dire que ce que tu encapsules, emprisonnes presque, c'est de l'air, et c'est cet air qui va devenir le contenant, tu vois. C'est ça qui est assez. Exactement, comme quand on fait de la musique, cette idée de. Voilà, je retrouve mon idée. C'est que quand je fais des notes de musique, est-ce que ce qui va me toucher, c'est les notes de musique,
Ou est-ce que le silence qu'il y a entre les notes de musique que j'ai mis en forme, Structuré, le silence. j'ai mis l'accent. Imagine, je fais ça. Je fais ce truc-là. La pause qu'il y a entre chaque série de notes, eh ben, elle sera mise en valeur. Si je crée un silence, ce silence il sera plein d'informations. Alors que c'est le même silence que tout à l'heure. Quand je prenais le vase de tout à l'heure, si je prends ce vase vide, l'air c'est le même que s'il n'y a pas de vase. Mais je l'ai mis en valeur et j'en ai révélé toute l'information et tout son potentiel. Quand je fais de la musique, je vais cadrer le silence avec des notes et donc je vais révéler la puissance informationnelle du silence en le bordant avec des notes. Je sais pas si tu vois ce que Je vois ce que tu veux dire. Mais alors dans le cas, c'est marrant parce que dans le cadre du vase, ouais non mais c'est pareil en fait. C'est juste que tu peux pas mettre n'importe quel vase parce que le vase ou les notes apportent des propriétés aussi. Ouais. Elles vont transformer l'information de ce vide apparent et en le restreignant parce que forcément là si je reprends l'exemple du vase, et ben en fonction de la forme qu'il aura, je vais donner une forme à ce vide en fonction du grain De l'épaisseur, ça va changer cette forme, ça va changer ma perception de ce vide là, mais je pense qu'on ne peut pas passer autrement que de le transformer par un biais matériel l'information en source. Et c'est pas grave, ça fait partie du... C'est le principe. C'est le principe de la culture, de toute culture. Et Quand je fais ça, si je romps le silence en faisant ça, je le romps pas de la même manière que si je le romps comme ça. Instantanément, je vais imprégner la fin de ce silence par toutes les références que peuvent avoir des gens par rapport à la Kora. Nous, on est des blancs, on a une manière de voir la Kora qui n'est pas la même qu'un Dogon en Afrique il va pas, ce sera le même son, mais en fonction de son histoire, ça aura un sens différent. Si je fais ça, j'ai 90% des blancs qui me regardent, ils vont dire ah c'est Nothing Else Matter de Metallica. Mais chez un Inuit qui a jamais entendu ce truc-là de sa vie, il dit oui bah c'est des notes de guitare occidentale. Chez un autre ça va avoir un autre impact il va avoir un autre impact au réel par rapport à son histoire interne. Mais le silence donc aura été brisé. On aura mis en valeur qu'il existe ce silence parce qu'on l'a brisé. Donc on prouve qu'il existe puisqu'il n'est plus là. Ça prouve qu'il était là avant si on a brisé quelque chose. Mais la manière dont on l'a révélé va être transformée par notre histoire d'origine, par notre filtre d'origine. Mais le silence qu'on a brisé, c'est le même. C'était le même silence pour tout le monde, c'était la même base d'information pour tout le monde. Et ensuite, à la seconde où on passe par la matière, on va rajouter du filtre. Et tu vois, un truc qui est intéressant en musique, sur une réflexion que je me fais aussi, on a la musique, c'est un jeu de fréquences, et que chacun, un peu dans différents peuples, choisit des fréquences, des trucs comme ça. Il y a une variété, il y a une diversité des notes, des gammes, de ce que tu veux, des structurations musicales. Pour autant, tu retrouves toujours des quintes, des octaves, des unissons, des tierces, généralement des quartes. C'est le genre de truc que tu retrouves assez souvent, enfin quasiment tout le temps, quoi, tu vois. Genre la quinte, tu la retrouves tout le temps, c'est la base. Tu vois, donc il y a des choses comme ça qui ont un sens un peu plus profond, qui va plus loin. Et en fait, c'est marrant parce que je pense à ça, parce que justement dans les protéodies, dans les fréquences associées aux protéines via les éliminés, tu retrouves aussi des quintes, des tierces, des quartes de façon assez précise, quoi. Ces quintes, c'est des propriétés mathématiques. Quand tu enregistres un son, n'importe lequel, un son avec une hauteur reconnaissable, donc un son musical, pas un bruit, un son avec une fréquence déterminée,
Quand tu l'enregistres, tu fais un spectrogramme des fréquences, bah, tu as la fondamentale, la note de base qui va sortir, puis tu vas avoir la quinte qui va sortir en gros, la tierce en un peu moins gros. T'as déjà ton accord pur qui est tout prêt, puis tu as toutes les autres aussi, qui ont un peu moins d'énergie, qui sont un peu moins chargées en énergie, mais qui sont là aussi. Mais toutes ces harmoniques, elles sont présentes mathématiquement dans la matière, c'est des codes. Et donc, la musique, c'est des maths qu'on entend. Ouais. Ce que disait Leibniz, j'aime bien cette phrase-là qui dit que c'est le cerveau qui s'amuse à faire des mathématiques sans s'en rendre compte, le fait d'écouter la musique. Ouais. Mais c'est vrai, finalement, parce que ton cerveau, ton oreille en tout cas, simplement fait du calcul de pulsation, de croisement de pulsation, de ta, tu vois, et puis il fait un arrangement derrière pour que ça sonne, quoi. Simplement entendre une fréquence haute, c'est juste le cerveau qui dit, quand il dit c'est aigu, il veut juste te dire, ça fait des petits ta très très vite, quoi. C'est vraiment ça. Et ça, tu te rends compte quand tu travailles, je vais t'amuser avec des générateurs de fréquences, et tu passes en fait de toum, 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 un truc à 1 Hz, tu vois, à toum, 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 toum. Donc là, tu entends les pulses distincts, tu vois. Donc tu entends les pulses qui n'ont pas forcément de son en eux-mêmes, c'est juste des pulses. Ils ont une fréquence, mais bon. Et tu te rends compte qu'à un moment donné, où ils sont suffisamment rapprochés, ça fait une note. Ton cerveau commence à dire non, c'est pas des pulses en fait, c'est un son. Bah ça, je vais te faire prendre conscience en musique avec le flamenco. Et souvent, le flamenco est compliqué à apprendre parce que quand on va l'apprendre et qu'on va le jouer lentement, on n'entend pas la musique qu'on a envie d'entendre. On entend des notes, mais c'est pas l'effet que j'ai envie de recevoir. Pour l'avoir, il faudra aller suffisamment vite. Exemple, si je fais ça. Ok. Si je veux avoir mon effet, ça va faire. Et ça reproduit ce que tu disais. On a une autre mélodie qui émerge, où les notes elles sont liées entre elles. On a une nouvelle mélodie. On a beaucoup ça aussi dans des percussions maliennes, dans les orchestres, où tu as du dundun, c'est des gros tambours, des djembés et des cloches. Au bout d'un moment, on m'a beaucoup fait ça à une époque. Au début, tu entends vraiment distinctement chaque son, et des cloches, t'entends vraiment ça. Mais quand tu te laisses prendre, la combinaison de toutes les fréquences, j'entendais une voix de femme qui chante. Écoute, j'ai eu exactement la même expérience il y a quelques semaines avec des percussions brésiliennes. En fait, ça a commencé avec des percussions typiques de la capoeira, donc t'as des petites percus, tout ça, t'as différentes, t'as un tabac, enfin une sorte de grand djembé. Ouais. Et donc d'autres se sont rajoutés, beaucoup de gens se sont mis, il y avait beaucoup de gens qui faisaient les percus, donc normalement t'as limite, t'as le pandler, t'as un petit tambourin, et puis le tabac, et puis les instruments. Là non, il y avait vraiment beaucoup de percussions. Et de différentes tailles, il y avait des gongs, des machins de ça, et un mec qui est venu, c'est une sorte de grosse caisse très très grave, tu vois. Et pareil, tout le monde jouait comme ça, j'entendais des voix humaines. Des voix humaines qui sortent comme ça, des fréquences qui se calent comme ça, mais qui existent que, comme tu dis, dans la rencontre de toutes ces fréquences-là. Qui n'existent pas dans chaque instrument séparé, mais qui sortent qui apparaissent dans l'air. On a ça de manière très consciente dans les polyphonies corses, où ils sont 5 ou 4, et s'ils sont 4, tu as une 5e voix qui apparaît, qui est la 5e voix fabriquée artificiellement et qui naît de la combinaison de toutes les fréquences des 4 premières. Et tu entends une voix complète supplémentaire. Donc c'est un effet qu'on connaît bien et qui est beaucoup utilisé en musique et qui est utilisé tout le temps. Et limite, presque on est en train de reproduire en conscience ce que le cerveau fait tout le temps. Ouais, mais avec d'autres échelles encore en fait. Parce qu'on prend déjà des fréquences qui sont le fruit d'une association, tu vois, donc tu vois ce que je veux dire, c'est les notes de musique qui sont déjà cette interprétation par le cerveau et donc on rajoute une couche par-dessus. Et ça fait une espèce de super cerveau. Méta, quoi. Ouais, une espèce de super cerveau collectif. C'est génial. Immense. Et moi j'ai l'impression que la musique, c'est un outil pour conscientiser tout ça. Que ça existe déjà, de même que la fréquence existe déjà, toutes les harmoniques ça existe déjà, et on s'amuse. Bah, la question c'est pourquoi ça nous procure autant de plaisir. Ce serait comme Dieu qui se regarde lui-même, qui regarde sa propre perfection, et c'est pour ça qu'on adore écouter de la musique, parce que pourquoi on adore écouter de la musique J'ai lu un article là-dessus que je cite aussi souvent, là, je vais citer dans Nature, mais il montrait que c'était l'association, l'étude du cerveau lors de l'écoute de morceaux de Mozart par exemple, où tu peux introduire plus ou moins de fausses notes, tout comme ça. Et en fait, ton cerveau, alors je parle vraiment d'un point de vue biologique, hein, là, mais
son job, entre guillemets, c'est de faire de la prédiction, tu vois. Parce qu'à la base, dans l'évolution de l'espèce, ton job, enfin le job de tout ton être, c'est de pas mourir, c'est de maintenir cette structure-là, cette entité biologique-là, jusqu'à la reproduction et ainsi de suite, tu vois. Et donc le cerveau, il s'organise pour prédire des motifs, des patterns, et voir des choses qui vont se répéter pour être dans la prédiction de ce qui se passe à la prochaine seconde. Et la musique, en fait, c'est le même principe. C'est que tu es censé être capable de prédire une suite de notes, parce qu'il y a des codes, en fait. Tu as appris des codes, des patterns, des motifs, et il y a des notes qui sont dites consonantes ou dissonantes. Et pour ça, je dis, c'est vrai que c'est vrai chez nous, mais c'est vrai dans toutes les cultures, en fait. Il y a pas... Bien sûr que c'est variable quelles sont les notes, quelles sont ceci-là, mais une quinte, c'est toujours une note consonante. C'est jamais une note dissonante, tu vois. Quand tu fais une série mélodique et que derrière tu as une quinte qui apparaît, bah, ça te sonne juste, quoi. T'es ok, tu vois. Il y a des manières, en fonction de ce que tu joues, de rendre une carte perçue comme fausse ou une carte perçue comme juste. Tu peux, tu peux créer un contexte qui fait ça. Comme tu peux faire un contexte où les notes qui sont censées être fausses sonnent juste, tu peux toujours faire ça. Ouais. Mais d'où ce qu'ils montraient dans leur étude, c'est que le cerveau, lorsque tu avais les notes qui étaient prédictibles, donc celles qui étaient attendues, donc qu'on dit consonantes aujourd'hui, le cerveau t'envoie un peu de dopamine et te récompense en disant voilà, t'as bien prédit Oui. ce qui allait se passer. En gros, tu avais le choix entre 5 notes et pas 5 autres. Et donc, tu t'es dit, voilà, ton cerveau fait une anticipation. Et même le fait qu'on se représente les choses, c'est pareil, tu vois, c'est que tu crées une projection, un modèle de la mélodie en cours. Et ton cerveau cherche à la prédire, et s'il prédit juste, dans l'inconscient bien sûr, il donne une petite récompense. Par contre, s'il prédit un truc, donc une note consonante, et que tu as une note qui n'est pas censée être là dans la gamme, par exemple, bah, note fausse. Donc tu as une petite punition, Ouais. tu vois. Et cette notion-là aussi, c'est super intéressant. Ça c'est quelque chose qui est très reconnu par les compositeurs. Et en classe de composition, on avait un prof qui nous parlait de ça. Et il nous disait, si vraiment vous voulez avoir du succès commercial, faites ce que les gens attendent. Ouais. Et comme ils vont être gratifiés, ils vont être heureux d'avoir deviné la suite, ils vont être tellement contents qu'ils vont vous donner du succès. T'expliques la musique populaire. Par contre, vous n'aurez pas fait de l'art. Enfin, vous n'aurez pas fait de la création. Et parce que l'exploration se fait justement Et là où ça, c'est pas attendu. et ça, c'est quelque chose que l'IA fait très très bien. Aucun problème. J'ai vu des choses très surprenantes par rapport à ça. Et par contre, voilà, si vous voulez faire votre art et finir dans le caniveau, bah faites exactement un truc nouveau qui vous parle. Et là, ça va être fantastique en termes de création et en termes d'innovation et de concept. Mais personne va vous écouter parce que ce sera trop avant-gardiste. Peut-être dans 100 ans, c'est même pas sûr. Mais tu penses Par pas contre, que le talent, attends, il je termine sur ça. ouais. Et du coup, c'est quelque chose qui est un phénomène qui est très connu des compositeurs et qui est utilisé. C'est un biais connecté. Et du coup, c'est quelque chose qui est très très utilisé par Beethoven et Mozart notamment. Pourquoi ça a aussi bien marché? C'est parce qu'ils maniaient ce concept-là à la perfection. Ça veut dire que dans telle symphonie, ils vont balancer on connaît par cœur. On connaît par cœur, de l'époque, quoi. Du coup, les gens sont contents, ils sont bien, ils sont apaisés. Une fois qu'ils sont apaisés, ils sont prêts à être surpris. Et alors là, nouvelle idée de composition. Le mec voulait que faire cette idée de composition incroyable parce qu'il a fait ça seulement s'il l'a dit directement, il la rejette, il n'est pas financé, c'est fini. Sa carrière s'arrête. Mais il y a l'intelligence de savoir qui va écouter et le but c'est quand même que ça se transmette. Donc, en prenant acte de comment ça fonctionne, donc il va mettre les gens dans un écrin de douceur et de prédictif. Ensuite, il rupture. Et c'est une rupture jouissive. Parce qu'une fois qu'on est confortable, on commence un peu à s'ennuyer. Donc la rupture jouissive avec une nouvelle idée, qui fait violence pour le cerveau, qui est perçu comme une fausse note, qui est perçu comme un truc, comme un affront émotionnel. Mais à ce moment-là, ça va donner des frissons parce que justement, on a été tellement confortable qu'on est heureux d'en sortir. Attention, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Parce qu'au bout d'un moment, le cerveau s'épuise de nouveaux concepts. Il n'a plus la ressource pour pouvoir appréhender tout ce qui se passe. Il va une espèce de forme de passivité, d'agression, quoi. Il se fait agresser en permanence et puis il ne peut plus réagir, de figement agressif. Donc cette nouvelle idée, elle va arriver, mais de manière succincte. Ou alors un tout petit peu, une fois, et on revient dans du connu. Une nouvelle fois, on revient dans du connu, puis là, une pleine fois. Voilà. Et en faisant ça de manière très intelligente, ça va permettre de rendre le surprenant et l'inconnu, de le passer dans le domaine du connu et de l'appréhendable. Bon, donc ça fait un effort pour le cerveau qui est considérable, et pour l'émotion. Et une fois qu'on a fait ça, dans notre symphonie, il faut absolument remercier l'auditeur qui a accepté d'écouter notre nouvelle création, notre affront. On le remercie en lui redonnant
de la soupe qu'il connaît par cœur. Mm. Et là, on lui dit merci. Donc, je te remercie, je te flatte ton cœur et tes oreilles avec cette nouvelle, ce nouveau bout d'harmonie que tu connais par cœur et que tu as entendu 500 fois. Mm. Merci pour ton écoute. Merci d'avoir osé pris ce risque de te mettre en danger dans ton cerveau. Et ça, c'est le succès assuré. Mm. Et une fois que c'est écouté X fois, et que c'est connu X fois, Ça devient la norme. ça devient la norme. Et une fois que cette nouvelle surprise est devenue la norme, on peut introduire une nouvelle surprise et un nouveau concept. Mm. Et Beethoven a fait ça toute sa vie, Mozart a fait ça toute sa vie. C'est pour ça qu'on les écoute encore aujourd'hui. Et Satie a été un peu plus rapide dans le défi qu'il faisait. Ce qui fait qu'il avait plus de mal à... Ses pairs ont plus de mal à accepter parce qu'il faisait une violence trop forte et il flattait pas assez. Donc, mathématiquement, il a été plus rejeté. Bon, c'était suffisamment quand même facile comme violence pour pouvoir être accepté rapidement. Mais tu prends quelqu'un comme Beethoven, comme Ravel ou comme Debussy, ils ont tellement changé les codes que ça a eu du mal à s'imposer comme digestion plus longue. C'est ça. Mm. Mais on peut vraiment mesurer mathématiquement ce succès et la pérennité en fonction de comment ces notions-là sont maîtrisées ou pas. Et puis ceux qui se disent je m'en fous, moi je fais mon truc, bah, tu vas écouter ça sur les radios anarchistes et puis personne n'écoute en fait. Mm. Et dedans, il y a des idées géniales, Mm. profondément géniales, mais personne n'écoute. Mais c'est très très organique ce que tu dis, c'est très biologique même. C'est vraiment une sorte de loi de l'univers en même temps. Tu vois. C'est effectivement, tu ne peux pas. Tu prends un petit peu du chaos, mais il faut de l'ordre pour le digérer, pour le faire grandir. Tu explores, mais si tu explores trop, bah, tu meurs. Donc il faut que tu explores à petits pas et que tu fasses ton effort. Oui, ça coûte de l'effort, ça coûte une énergie aussi. Je sais plus de quoi on parlait juste avant. Mais... Bah, parlons de chasse. Parlons de chasse. Non, tu parles de chasse? Vraiment? Je sais pas, c'est présent. C'est parce que T'as tu vu sais, le truc là? il y a le truc drôle de dire, là on se prend pour des grands intellectuels et des grands navigateurs de la pensée, tu vois. Mmh. Et puis, bon alors maintenant, parlons de concret, parce que c'est bien beau de parler. Comment on mange? Ouais. Après, je sais pas, est-ce que tu as de l'expérience dans la chasse, toi? La pêche. La pêche? J'ai beaucoup pêché avec mon grand-père. Et tu fais encore maintenant? Et bien non, mais mes enfants me réclament. Ah, Et ça me fait penser que j'ai oublié de prendre des cannes à pêche pour pêcher avec eux, ça fait penser, c'est con. bah tu peux en trouver sur place dans des boutiques. Ouais. C'est Merde, impressionnant. j'ai oublié. Écoute, j'ai acheté une canne à pêche l'année dernière, là. C'était dans l'Ariège, je sais plus. Ouais. Et j'ai essayé le petit poisson, tout ça, mais j'ai jamais vraiment fait, tu vois, faut qu'on gosse pour délirer comme ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant le concept quand même de dire que tu peux aller chercher ta nourriture dans Bah, une c'est pêcheuse. super intéressant, et à quel point il faut être connecté, sinon les poissons ils t'ont cramé à 10 km. Il faut vraiment se connecter à eux, capter. C'est super intéressant. Même si jamais tu veux que tes poissons restent vivants, quand tu les chopes, il faut te mouiller la main, sinon tu leur brûles la peau. Mm. C'est parce qu'ils ont une peau à une certaine température, et toi à 37 degrés, t'es beaucoup trop chaud. Mm. Donc si tu prends ton poison et tu le prends et tu le mets, ton poisson il va crever dans des souffrances atroces, parce qu'en fait tu l'as cramé avec ta propre main. Ah ouais. Et ça c'est des notions, moi je l'ai fait quand j'étais gamin, je me suis fait engueuler par mon grand-père. Mm. Puis après il m'a dit remets-le dans l'eau. Du coup je l'ai lancé, du coup terminé le poisson. parce que l'eau c'est de la pierre quand tu balances quoi. Mm. Donc tu as toutes ces notions là que la pêche, la chasse ou ce genre d'activité de droite et bah, t'apprends Mais sur la c'est réalité vrai, physique. Qu'est-ce que la vie? Un poisson, bah moi je crois que j'ai les mains froides. Non, même quand t'as les mains froides, tu vas cramer le poisson. Mm. Parce que lui, sa peau, elle est à, je sais pas, à 4 degrés, j'en sais rien, mais c'est pas possible. Mm. C'est trop chaud. Et elle fond, quoi. Tu vois, et tu fais ça, sa peau, elle fond. Mm. T'as plein de notions comme ça qu'on a en se confrontant au réel. Et bizarrement, ça, Quand tu prends la vie d'une bête et que tu vois son regard quitter ce sol, non, c'est et que tu vois intéressant, l'impact c'est- émotionnel que ça a sur toi. C'est étrange de dire que, effectivement, qu'aujourd'hui c'est un truc, tu l'as dit un peu de droite, mais que c'est mal vu en tout cas. Que c'est vu presque comme étant anti-nature de connecter de cette façon-là. Alors je suis passé par là, on est tous passés par là. Bah, J'ai pas mangé de viande pendant un certain temps, j'étais vegan, machin, ce que tu veux, et cette vision-là,
Jusqu'au jour où j'ai compris que mon problème, c'était pas avec la vie, la mort et les animaux, tout ça, c'était plutôt le côté, comme exactement ce que tu dis en fait, le côté où il n'y a pas de conscience, qu'on trouve beaucoup dans l'élevage intensif, dans l'industrialisation, dans les eaux, dans des trucs comme ça, tu vois, où là vraiment il y a une sorte d'objectivisation de la nature. Et c'est pas une quête de connexion, c'est vraiment une quête de consommation et de destruction, quoi. Et je pense qu'il y a cet amalgame-là qui est très très puissant. Et en fait, qui jette l'eau du bain, le bébé avec, alors qu'en fait, on a une connexion qui est essentielle, quoi, tu vois. Je veux dire, ce que je me dis aujourd'hui, alors c'est presque une blague, mais c'est vrai que je travaille tellement aussi, enfin, la relation que j'ai avec les plantes et tout ça, je me dis, bah, pour moi, c'est pas, enfin, il n'y a pas de différence fondamentale quand je vais manger une plante ou quand je vais comme ça, bah, Oui, oui. c'est aussi un être vivant qui est sensible, qui a son truc. C'est ça. Dans ce cas-là, il faut que je mange Et plus rien, quoi. ça serait enfermer la nature ou la bien-pensance des choses dans le cadre socioculturel. Euh, c'est parce que moi, mon degré de conscience a atteint là, donc la nature doit se plier à mon degré de conscience. Il y a un truc comme ça aussi, ouais, Sauf que cette conscience-là, elle va être tronquée, partielle, limitée. Et par contre, l'imposition qui sera faite dessus, elle sera pas du tout tronquée, elle sera violente et concrète pour le coup. Si tu te dis objectivement, les animaux n'ont pas d'âme, les plantes n'ont pas d'âme, c'est légitime de faire tout ce qu'on veut sans aucun soin. Si on dit par contre, la souffrance de la plante ou la souffrance du cochon est la même que la mienne, je touche plus aux plantes, je touche plus aux cochons. Donc il y a tout ce jonglage à faire entre l'objectivation totale et l'humanisation totale. Et j'irais même plus loin que toi, parce que quand tu dis ça, la souffrance c'est la même. Moi, je me suis vu à cette époque-là, et la prise de conscience que j'ai aussi, et que je trouve dans pas mal de personnes avec qui je discute sur ces sujets-là, c'est au-delà de ça, au-delà d'une immunisation, c'est une projection de soi, en tant qu'individu, je projette ma souffrance dans l'animal, et sa souffrance, c'est ma souffrance. C'est pas en tant qu'humain, parce qu'on préfère. J'ai pris l'exemple du saucisson là, que. Enfin, t'as pas de personnes qui vont te dire on préfère tuer un humain que tuer un animal, quoi. Donc c'est même pas en tant qu'humain, c'est même pas humaniste en fait, c'est même pas au niveau de la vie, c'est vraiment. Moi je vois ça, alors, désolé, mais c'est au niveau vraiment égotique, et c'est sa souffrance à soi qu'on projette sur quelque chose, sur un animal, quoi. Ou la plante. Ou la plante, ouais. On sait que quand on va couper une feuille, ça va lui donner du stress à la plante. Mais comment on va le sentir? Est-ce que. Moi je déteste qu'on me coupe les ongles, guitariste, tu vois, bah. C'est un inconfort, mais c'est très relatif, quoi. Je sais pas si la manière qu'a une plante de souffrir de la perte d'une feuille, c'est équivalent à me couper les cheveux ou me couper les ongles, ou si c'est équivalent à me meurtrir un bras. Et que du coup je vais devoir faire repousser à grand-peine. J'en sais rien. Enfin, repousser un bras quand même. Bah, pourquoi pas. Pourquoi pas, bien Mais- essayer. Pas beaucoup réussi. Mais ce que je veux dire, c'est que je peux pas, moi en tant qu'humain, sentir profondément quelle est la hiérarchie d'importance que va avoir telle souffrance. Il y a beaucoup de contes qui parlent de ça d'ailleurs. Mais de même que il y a la notion de mourir en tant que collectif, mais on a ça même chez les propres humains. Dans les circonstances de guerre, la notion d'aller mourir pour le groupe, la mort va être beaucoup plus volontaire et digeste, si elle a du sens, que si c'est complètement individualisé avec les égos où chacun se prend pour un dieu. Et c'est très compliqué aujourd'hui pour un occidental de faire la guerre parce que chaque humain est un dieu. Et dans d'autres civilisations, je pense à la Chine ou au Japon, quoi, où là il y a le côté ce qui compte c'est l'objectif, et même qu'un arbre pourrait perdre 50% de ses feuilles, il reste les 50 autres pourcents et on s'en fout des feuilles, ce qui compte c'est que l'arbre survive. Et dans d'autres circonstances, les feuilles ont toute leur importance et leur divinité totale. Et ça change profondément les modes de vie, les manières de penser, les manières de se penser conscience, les manières de se penser souffrance. Même la souffrance, ouais, ça renvoie à. Tu vois, le fait de s'attribuer, de se projeter dans les souffrances, même d'autres individus en fait. Parce que c'est pareil, tu vois, on voit. Ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est que t'es pas. Quand tu vis ta souffrance à toi, elle a un contexte, elle a un cadre, et quelque part, elle t'appartient. Elle prouve que tu es en train de faire quelque chose, que tu es en train de vivre un truc, et elle a un sens pour toi. Je veux dire, c'est une souffrance, mais tu es capable de la transformer, de la transmuter, pour justement ce qui te fait grandir, c'est de prendre cette souffrance-là, la traverser,
et trouver ce qui va pallier à cette souffrance-là. En fait. C'est ça qui te fait grandir, cette transmutation, quoi. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure avec la musique, là, sortir de son confort, c'est une souffrance. Ouais, exactement, c'est Énorme. ça. Mais c'est la seule manière de grandir son champ de Bien sûr. conscience. Ouais. Euh, Mais c'est juste pour finir, parce que, par exemple, ce qui se fait, j'ai l'impression que ce que j'ai beaucoup fait, ce que je vois beaucoup aussi, c'est que quand tu vois la souffrance de quelqu'un d'autre, bah t'as pas son contexte. T'as juste la résultante, tu vois ça et tu te dis, cette personne-là souffre, c'est terrible, faut que je fasse un truc ou quoi. Alors oui, si tu veux faire un truc, il faut le faire, mais tu peux pas, comme pour la plante, te dire, je sais ce que vit cette personne-là. Tu peux pas projeter toi, ton truc, ta perception de la souffrance que toi t'as pas dépassé en toi, sur cette personne-là. Il y a un bouquin qui m'a beaucoup marqué, Viktor Frankl. C'est un psychanalyste qui s'est retrouvé dans la concentration, tu vois, et qui parle de ça, justement, de son point de vue psychanalyste, mais qui lui a trouvé une forme d'éveil dans cette souffrance-là, en comprenant qu'en fait, même au pire du pire du pire, il y a toujours quelque chose, il y a toujours une lumière, en fait. Justement, la souffrance, c'est un chemin d'évolution, un chemin d'éveil, quoi. Et plus dur est la souffrance, plus grand est le chemin d'éveil. Et tu peux pas, a priori, décider pour quelqu'un si sa souffrance, tu dois le soulager ou tu dois... tu vois, tu peux pas t'approprier la souffrance de quelqu'un, quoi. C'est vraiment à soi. Mais il faut pas que ça dérive de l'autre côté pour dire que tu vas infliger de la souffrance ou quoi, tu vois. C'est vraiment un truc où, pour moi, revenir sur soi aussi par rapport à ces choses-là, quoi. Et accepter que quelqu'un a son libre arbitre pour traverser ses propres souffrances à sa façon. Tu ne peux pas lui voler sa liberté non plus d'être et de choisir son chemin pour s'en sortir, tu vois. Si quelqu'un demande de l'aide, c'est autre chose, ça c'est encore un autre concept. Et je pense que si les animaux demandaient de l'aide, de façon à ce que nous on le comprendrait, ça serait encore un autre concept, tu vois. Enfin, des animaux qui parleraient, je pense qu'on aurait beaucoup plus de mal à... Dans la nature, il y a plein d'exemples d'animaux qui demandent de l'aide et des animaux interespèces qui s'entraident pour sauver un petit dans une falaise ou quoi, ou même des fois qui vont chercher des humains pour aller sauver un congénère d'une situation piégeante. Et là, tu rentres dans une sorte de personnalité, en fait. Ça personnalise le truc. Ça donne un cadre particulier, ça donne une sorte de relation particulière entre un individu et un autre. Et donc tu sors de... les plantes ou les animaux, les machins, quoi. C'est les relations qu'on a avec nos animaux de compagnie, en fait. C'est ça, c'est qu'on crée ce lien particulier, alors qu'on les sort de les animaux. Ça devient on leur donne un nom, tu vois. Et pareil, les plantes, tu leur donnes un nom, il ne faut plus les manger non plus, quoi. Mais finalement, voilà, on aura cette question-là, quoi. Est-ce que c'est une projection ou est-ce que c'est... Les réponses sont dans Le Petit Prince. Dans Le Petit Prince. Le Petit Prince, il ne mange pas, il s'en fout. Non, c'est quand au moment où il dit, j'aimerais bien, mais tu m'as apprivoisé, je peux pas, je sais plus que la phrase que le renard dit. Ouais, lisez Le Petit Prince. Lisez Le Petit Prince. Ouais, toutes les questions qu'on beaucoup pose. de gens ont lu Le Petit Prince, c'est un point classique. Alors, relisez Le Petit Prince. Ouais, c'est des choses qui ont été déjà explorées maintes et maintes fois, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là, genre la pêche c'est mal, la chasse c'est mal. Après, vous voyez, c'est comme tout, l'abus est mauvais, mais la connexion en soi avec une activité qui a fait que notre espèce est arrivée jusqu'à aujourd'hui, il faut se le dire aussi, tu vois. Et être capable de se sortir d'un système de dépendance à grande échelle pour dire que chez toi, au pied de chez toi, tu peux trouver de la nourriture et créer ce lien avec la nature qui est assez normal. Enfin, un truc qui m'a aussi remis les idées en place, c'est quand tu vois des vidéos beaucoup aujourd'hui d'animaux, comment ils se comportent entre eux, tu vois. La violence des animaux entre eux et tout ça, quoi, tu vois, quand on parle de... Et même le truc, réintroduire le loup, l'ours ou tout ça, bah ouais, c'est pour l'idée, mais il y a des conséquences à ça, c'est pas anodin. Bien sûr. Ça me déconse pour les gens qui vivent là. Il y a une négation que de la... On est dans le mythe du bon sauvage de Rousseau, en fait. Complètement. Qui est une sorte d'incompréhension complète de la nature profonde des choses. Il y a le mythe, l'incompréhension de la nature violente de la nature. Ouais. Et que quand un soleil explose, il défonce tout. Mais on voit que la mère Gaïa, gentille, mais... Et quand t'as un tsunami ou quoi, bah il y a 100 000 morts, et réellement. Et c'est comme ça. C'est très très violent. Il y a une réalité de la violence des choses, ouais. Mais on a envie de... Pareil, je pense que et c'est souvent des pensées qui viennent de personnes qui ne vivent pas forcément dans la nature, quoi. Et surtout la ville et le confort qu'elle apporte, et la sécurité qu'elle apporte, et la déconnexion, le fait de ne pas avoir une ligne d'horizon, de ne pas avoir des montagnes, de ne pas avoir des choses bien plus grandes que soi. Mais je trouve que ça nous sort complètement, pour avoir vécu dans toutes les strates de la ville à la campagne, voilà, ça nous sort complètement de notre place réelle dans cet écosystème.
Tu vois, tu passes une nuit en forêt, tu te rappelles très vite que t'es pas en haut de la chaîne alimentaire en tant qu'individu. Mhm. En tant qu'espèce, ok, parce qu'il y a des gens qui se sont battus avec des gros ours il y a quelques millénaires pour qu'aujourd'hui tu sois un peu tranquille. Mhm. Mais à la base, en tant qu'individu, dans la nature, t'es pas grand chose, quoi. T'es pas grand chose. Je veux dire, un chevreuil il est sur une de toi, il n'y a pas de problème, quoi. Et jamais tu l'attrapes. Et je dirais même, au moment, j'ai fait quelques nuits en forêt et où tu es tout seul et tu sens qu'il y a un moment où c'est plus le domaine de l'humain Mmh. et la nature te dit, si tu veux pas que je Tu te restes défonce, bien, tu ouais. restes de là à là. Ouais, ouais. Tu vas là, t'as un sanglier qui va te charger, tu vas là, t'as un cerf qui va bramer tout ce qu'il peut pour te dire barre-toi de chez moi. Un cerf qui t'empale, hein, si t'es sur son chemin. Et tu te rends compte que voilà, tu es toléré. Mmh. Tu es toléré de là à là. Reste, Et encore toléré, je trouve que c'est sympa, quoi. C'est que toi, tu dois te... si jamais tu arrives être à te assez fondre, intelligent pour tu trouver peux ta te- place, quoi. ouais. C'est plus ça. Mm. C'est que tu fais comme un petit lapin, tu te prends un petit terrier, tu te mets là, et voilà, tu cherches pas à trop. C'est ça. C'est humiliant dans le bon sens, en fait. Mm. Que tu prends conscience que, ouais, non, en fait, on a des forteresses, on vit dans des forteresses, et c'est très bien, hein, c'est cool, du coup, on survit, quoi. Et on n'a pas besoin de se poser les questions de la survie. Mais à aucun moment, c'est la norme. Ouais. À aucun moment, ça veut dire que faut pas pêcher ou faut pas chasser ou quoi. Enfin, mais, là, il y a la déconnexion, quoi. La nature, il y a de la violence dans la nature, énormément de violence dans la nature. Et nos comportements violents viennent aussi de nos origines animaux, quoi. Je veux dire, Ouais. on a une histoire aussi individuelle. Il y a un truc que je ressens là de la discussion, c'est qu'il y a une espèce de non-acceptation égotique de ce qu'on dit là, Mm. et la volonté de prendre le pouvoir sur ça, profonde, avec une domination totale. Dans quel sens? Bah, de refuser cette place qu'on a dans la nature. Et, Mais de peur, peut-être. Hein. bah, on a envie, comme on a l'impression d'avoir conscience de plein de choses, on a envie d'être tout en haut. Mm. Mais en vrai, c'est pas le cas. Non. En fonction du contexte, plein de choses peuvent être au-dessus de nous. Voilà. Mais comme c'est tellement mal vécu égotiquement, que du coup, par la violence, on va la prendre de force, cette place-là. Oui, on impose. Et- on et- voit et la ce façon qui- dont on maltraite l'environnement, c'est ouais. un peu ça. Ouais, Et ce qui rend- Dans la tête de plein de gens, très très légitime d'aller tuer les baleines pour bouffer. Mm. Mais totalement. Non, mais si on fait pas ça, on sera détrôné. Si on est détrôné, Mm. qu'est-ce qu'on va devenir? Et Ouais, je c'est me- sur le et- pendule et- qui et va à je me- l'extrême. je me suis rendu compte à quel point il y avait une vraie peur de perdre sa place. Enfin, la maltraitance de la planète, tout ce qu'on veut. C'est un vrai sens profond. C'est pas juste, c'est des connards qui font. Ouais. Il y a un truc profond lié à l'humanité, lié à la conscience qu'on a de notre mort, de statut qu'on a en tant qu'humain. Ouais. Et De ce qu'on a vécu en tant qu'espèce. ouais, je commence un peu fatigué. Ouais, bon, on va pas tarder à clôturer, mais on regardait la dernière fois l'origine des sangliers dans la généalogie, et on est tombé sur une espèce de machin, le Tao. Un truc énorme Le de machin, donc grosse c'est vache. une sorte de cochon, mais croisé avec un rhinocéros et un lion, Ouais, tu vois, ça. qui fait 2 mètres de haut, qui a une bouche comme ça. Ce machin-là, tu te dis, il a dû manger des humains, Mais oui. mais il était là En il y a fait, 10 millions d'années. on a réduit la nature pour la mettre à notre image de nous supérieurs. Non, mais ce que je veux dire surtout, c'est que. Oui, mais je prends les blés, ils faisaient 3 mètres, maintenant Mm. ils font 1m50. Tu vois. On a réduit la nature pour la mettre à notre image et pour qu'elle soit pas dangereuse. Du coup, Mais oui, mais tu c'est de la comprends, peur. tu comprends quand même que les machins, les humains qui vivaient à cette époque-là, il y a 18 millions d'années, ils ont dû avoir des sacrés traumas générationnels de faire devoir manger toute leur Ouais, tribu ouais. par des gros cochons, tu vois. Il y a un truc comme ça. D'où Et l'espèce de comment ça vengeance, il y a une peur de dire bah, si je laisse la nature faire, Il va s'en passer on ça. se tue, on est mort tout de suite. Donc il y a la conscience collective qui. Et Ouais. souvent, c'est une sorte de réaction en peur, un trauma, mais qui est. Là, je parle un exemple. Hein. Prends tous les petits gradons de sabre, les machins, tout ce que tu veux, les loups, mais juste Ouais. les loups, les ours, les machins. Et les loups étaient beaucoup plus gros que ce qu'ils sont maintenant. C'est ouais, donc c'est il y a Mononoke, tu vois, un peu ce principe-là. Ouais, c'est- Mais donc il y a des raisons à ça. C'est pas de la méchanceté, c'est pas de la bêtise, c'est pas de la peur irrationnelle. C'est des peurs qui sont fondées. Et je pense que ça fait partie du nettoyage, du renouveau un peu de l'esprit humain, de prendre conscience de cet inconscient collectif, de ces peurs collectives, et pas en les fuyant en disant non, pas la chasse, pas la pêche, justement en se confrontant, tu vois, quand tu vois un animal se faire mettre à mort, quand tu vois un animal où tu vois ses entrailles, bah, tu comprends que toi t'es pareil à l'intérieur en fait, que tu as la même chose, que tu es aussi fragile que lui en fait, et que la place que tu as, la relation que tu as avec lui, bah, il n'y a pas du hasard quoi. Et le fait que c'est pas un loup qui est en train de le manger vivant, mais toi qui l'as avant tout abattu et ensuite tu l'as dépecé, préparé, qu'il y a beaucoup moins de souffrance pour l'animal au final, tu vois, ça a un sens aussi, tu vois, c'est pas du hasard.
Il y a tout un processus. Et ça te reconnecte vraiment fondamentalement avec cette idée-là, quoi, de dire, ok, je comprends que dans la nature, en fait, j'ai peur, et plein de trucs sur lesquels, quand je m'enferme en ville et dans des idées, de dire, Gaïa, là, j'ai envie de voir Gaïa comme une mère protectrice merveilleuse, tout ça, j'ai envie. Mais souvent, de ça pas va, voir plus, le ça va côté. plus révéler ton manque de maman dans ton enfance que ton envie de protéger la planète. Bah, il y a ça. Et c'est ouais, ça Mm. pousse encore plus ce désir de voir comme un cocon protecteur et de pas voir le côté, non mais ouais, vas-y, passe une nuit dans Gaïa, tu vas voir, tu vois. C'est ces peurs-là. Et faire la paix avec ça, c'est un chemin vers cette reconnexion réelle, éviter que justement ça dérive dans l'extrême inverse, inconsciemment on se dise on va détruire les baleines, on va détruire les trucs comme ça, on va se salir la planète parce qu'il faut pas qu'on perde notre place, quoi. C'est... Ouais. Je pense que c'est un bon chemin de reconnexion, mais c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. T'as un truc à ajouter, tu veux dire? Parce que là on est parti vachement loin, mais je vais faire un petit peu de Cora pour... Tu penses à quoi? Je pensais à... Putain, on est trop fort. Et du coup, je pense qu'on a vraiment réglé nos problèmes d'ego. On est trop fort. Ouais. Bon merde, allez recommence. C'est reparti pour un tour.